Bonjour Laurence, bonjour Léa. Bonjour. C'est à vous, vous pouvez vous Bonjour. présenter. Vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Léa Cotting, je suis chargée de mission à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France. Et donc, j'organise des clubs business donc à destination des structures de l'ESS. Donc, ça peut être des porteurs de projets, des techniciens de collectivité qui travaillent sur ces thématiques, mais aussi des entreprises commerciales de l'ESS dans des zones dans des territoires donnés sur les Hauts-de-France. Et en fait, ces clubs visent à l'interconnaissance, à la mise en relation professionnelle. Et donc, moi, je m'occupe de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne. Bonjour Hélène Rouzet, je vous présenterai ensuite mon intervention au sein de BGE Picardie. J'accompagne les projets d'économie sociale et solidaire. Et j'ai demandé à Laurence de venir témoigner puisqu'elle fait partie des structures que j'accompagne. Bonjour, donc je suis Laurence Galli et comme l'a dit Hélène, je suis accompagnée par la BGE. J'ai fondé une association qui s'appelle le Sentier des Arômes et qui est une association autour du vin et de la vigne. On en parlera un petit peu plus tard, je pense. Je vous propose de commencer, Léa, quand vous voulez. Très bien. La mise en fin, c'est bon, vous voyez bien le PowerPoint? Ok. Mince. Hop. Aujourd'hui, on va vous parler de l'économie sociale et solidaire. On a prévu un déroulé en 5 temps. Donc, vous aurez un premier temps donc, pour vous présenter l'économie sociale et solidaire en bref. Ensuite, le rôle de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et après, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet avec donc travailler dans l'ESS et comment entreprendre, donc avec l'intervention de Hélène de la BGE Picardie et de Madame Galli pour un témoignage. Et enfin, on terminera sur un temps de ressources qui peuvent vous être utiles. Donc, l'ESS, qu'est-ce que c'est? Donc, rappel pour certains ou sinon découverte pour d'autres. L'ESS, ça repose sur 4 principes. En fait, le 31 juillet 2014, pour la première fois en France, il y a eu une loi en faveur de l'économie sociale et solidaire qui a été adoptée. C'était un projet qui a été initié en juillet 2013 par Benoît Hamon, qui était à l'époque ministre délégué de l'économie sociale et solidaire. Et cette loi, elle avait pour objectif de consolider le réseau, la gouvernance et les outils de financement des acteurs de l'ESS, et notamment de renforcer les politiques de développement local. Et donc, cette loi, elle a défini l'ESS par 4 principes. Le premier étant l'utilité sociale. Donc, c'est vraiment l'idée de répondre à un besoin social environnemental, autrement dit, de produire au-delà de la valeur économique, de la valeur sociale ou environnementale. Et il existe 3 manières pour une structure de l'ESS d'être sociale. Ça peut être à la fois par ses salariés, c'est-à-dire que son impact social peut venir de la manière dont elle recrute ou elle forme ses salariés. Donc, par exemple, si elle embauche des salariés en exclusion ou si elle est implantée sur un territoire sinistré. Ça peut être aussi par ses clients ou bénéficiaires. Elle peut s'adresser à une clientèle qui n'a pas accès au marché traditionnel, par exemple. Et enfin, ça peut être par sa production. La mission de l'entreprise est alors d'induire un impact social dans sa méthode de production. Donc, par exemple, ça peut être le juste revenu pour les producteurs ou la valorisation d'un patrimoine. Ensuite, il y a un autre principe, c'est celui d'avoir un modèle économique viable qui va être construit en fait pour assurer la mission sociale. Et donc, contrairement aux stéréotypes communs, une entreprise sociale, elle doit produire de la valeur, elle doit générer de l'argent, elle doit être rentable. Et ce qui distingue en fait l'entreprise sociale des autres entreprises, c'est le fait qu'elle puisse avoir recours à des ressources d'origine diverses. Donc, ça peut être des ressources issues du marché, mais aussi du fonds public, de la vente de prestations et de services. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des ressources hybrides. Ensuite, on va avoir une gouvernance démocratique qui peut prendre des formes très variées, notamment selon la forme juridique.
Et les entreprises sociales, en fait, elles vont s'attacher à garantir une répartition équitable des excédents en donnant la priorité au développement du projet de l'entreprise. Et on dit que la gouvernance, elle est participative parce qu'elle n'est pas individuelle. Elle va être partagée par l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et enfin, le dernier principe, ça va être la lucrativité limitée, c'est-à-dire que la rentabilité va être mise au service de la finalité sociale qu'on a vue juste avant. Et donc, l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre l'utilité sociale. Par exemple, cette lucrativité limitée, elle peut s'illustrer par un encadrement de l'échelle des salaires, la rémunération du capital qui va être limitée, ou encore le réinvestissement des bénéfices dans le projet social. Donc, il y a la loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle a permis d'identifier 5 familles de statuts dans l'économie sociale et solidaire. Donc, vous avez les coopératives, les associations, les fondations, les mutuelles et les sociétés commerciales. Donc, il y en a 5 en tout. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'en fait, l'ESS, elle est présente dans tous les secteurs d'activité, des plus traditionnels aux plus novateurs. Ça peut être l'habitat, le commerce, la restauration, la mobilité, l'agriculture, le service à la personne, enfin vraiment partout. Et donc, pour vous expliquer et vous montrer un peu plus de manière approfondie ce que représente l'économie sociale et solidaire en Hauts-de-France, je vous ai mis ici quelques chiffres. Il faut savoir que l'ESS, en Hauts-de-France, c'est 10% des salariés qui travaillent dans l'ESS. Et donc, parmi ces emplois, 85% sont des emplois dans les associations. Après, vous avez 9% en coopérative et 3% en mutuelle, 3% en fondation. Et donc, ça représente 182 380 emplois salariés dans l'ESS et presque 12 000 établissements employeurs. Et donc, si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis le lien avec toutes les données. Et donc, la CRES, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, vous en avez dans toutes les régions. Et en fait, elles rassemblent les entreprises et réseaux de l'économie sociale et solidaire. Elles assurent la promotion, le développement et la représentation sur les territoires. Et donc, comme je vous le disais, la loi sur l'ESS de juillet 2014, elle a permis de confier aux CRES 5 grandes missions. La première, c'est la représentation, c'est-à-dire la représentation des intérêts de l'ESS auprès des pouvoirs publics. Ensuite, vous allez avoir la mission d'observation, c'est-à-dire que les CRES vont contribuer à collecter, à exploiter et à mettre à disposition des données de l'ESS. Ensuite, vous avez une mission d'appui à la création et au développement des entreprises de l'ESS. Et enfin, la dernière mission, qui est un petit peu plus transversale, c'est celle de la promotion de l'ESS, d'où mon intervention aujourd'hui, par exemple. Et en fait, si vous voulez, les CRES, elles sont libres dans la manière dont elles vont mettre en place sur les territoires ces missions-là. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour les personnes qui souhaiteraient travailler dans l'économie sociale et solidaire. On va commencer par un chiffre, 700 000 départs à la retraite d'ici 2025. Et donc, il y a 4 secteurs qui vont être principalement concernés. Il va y avoir l'action sociale, donc par exemple les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, les conseillers en insertion professionnelle. Ensuite, ça va être l'enseignement et la formation, comme par exemple professeur dans une école associative ou formateur. Ensuite, vous allez avoir la santé, donc par exemple des infirmiers dans des EHPAD, des aides-soignants dans un centre mutualiste. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui est les activités financières et d'assurance, donc par exemple conseiller en assurance ou chargé de clientèle. Le plus important dans tout ça, c'est de réfléchir à vos envies. Par exemple, est-ce que vous avez envie d'être sur le terrain? Et dans ces cas-là, si c'est oui, réfléchir plutôt à des métiers à dimension sociale, comme par exemple le soin, le service à domicile, l'animation, le logement social. Vous pouvez aussi travailler dans des structures qui ont du sens de différentes manières. Vous pouvez il y a des métiers en fait qui s'appellent les métiers fonction support, qui vont permettre le fonctionnement des structures sociales. Donc ça va être par exemple secrétariat, communication, ressources humaines, finances. Et vous avez aussi les métiers qui sont plus généralistes, à profil cadre. Donc par exemple les chargés de formation, les chefs de projet,
et des métiers spécifiques au développement de l'ESS. Donc là, c'est souvent des structures avec des effectifs réduits et les profils recherchés, c'est souvent chargé de mission, chargé de projet. Et comme exemple, c'est le travail d'Hélène ou ce que je fais moi. Donc on est là vraiment sur le développement de l'ESS. Et enfin, vous avez une dernière alternative, c'est de développer votre entreprise, créer votre projet. Et donc dans ces cas-là, vous avez des formations et des accompagnements à l'entrepreneuriat. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Ce qui est important de retenir, c'est la diversité des structures, des contrats et des profils dans l'ESS. Et souvent, on nous pose la question des salaires. Alors, à niveau d'études égales, un salarié du public, du privé et du privé non lucratif gagnera à peu près le même salaire. Les écarts se creusent par la suite, même si 80% des salaires de l'ESS sont compris dans une fourchette de 26 000 à 57 000 par an. Et l'ESS, c'est surtout réputé pour la qualité de vie au travail. Donc là, je vous ai mis une étude de la mutuelle Quorum qui a montré que 80% des salariés de l'ESS se disent satisfaits quant à l'intérêt et le contenu de leur poste. Et parmi eux, il y avait 85% de cadres. Et vous avez 70% qui se déclarent être satisfaits de leur situation professionnelle. Donc maintenant, comme je vous le disais, vous pouvez aussi entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. Et avant de laisser la parole à Hélène, je voulais vraiment insister sur l'importance de se faire accompagner lorsqu'on souhaite entreprendre. Et pour vous illustrer ça, je vous ai mis un chiffre. En France, 50% des entreprises nouvelles disparaissent au cours de leurs 5 premières années, alors que seuls 34% des entreprises accompagnées disparaissent à ce stade. Donc voilà, pourquoi se faire accompagner? Je vous ai identifié 5 raisons. La première, c'est pour prioriser vos actions, avoir un regard critique sur le développement du projet et de la pertinence des actions qui vont être mises en place. Ensuite, ça va vous permettre de structurer votre projet, prendre du recul, avoir un accompagnement dans la réflexion stratégique et pourquoi pas aussi, si besoin, faire appel à des spécialistes, des comptables, des juristes, des experts de levée de fonds. Ça va être aussi important pour surmonter les périodes de doute parce que l'entrepreneuriat, ça ressemble plutôt à des montagnes russes qu'à une ligne droite. Et l'accompagnateur peut vous offrir un soutien moral pour affronter les coups durs. Ça va aussi être important pour construire votre modèle économique parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le modèle économique d'une entreprise sociale, il est souvent plus complexe que celui d'une entreprise traditionnelle. Et l'aide d'un professionnel disposant de connaissances fines justement sur les modèles hybrides qu'on a vus, c'est un vrai plus. Et enfin, très important, développer son réseau. Parce que les accompagnements se font en partie de manière collective. C'est l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs aussi qui sont dans le même cas que vous. Et les accompagnateurs peuvent aussi faciliter la mise en relation avec de potentiels partenaires privés et publics. Donc, en Hauts-de-France, vous avez un réseau qui s'appelle le réseau Tremplin. Et donc, ça regroupe des structures qui accompagnent à la création et au développement de projets, des structures de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France. Et donc, ce réseau, il a 3 objectifs. Ça va être l'interconnaissance, la coopération et l'harmonisation des pratiques. Il est ouvert aux porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire et aux structures de l'ESS de moins de 3 ans, quelle que soit leur nature, leur motivation, leur ambition, leur statut juridique. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis le lien si vous souhaitez en savoir plus sur le réseau Tremplin. Et donc, le réseau Tremplin, il est présent donc, sur les Hauts-de-France et vous allez avoir des structures d'accompagnement intervenant sur un territoire défini. Donc, Hélène l'expliquera mieux tout à l'heure, mais par exemple, en bleu, vous avez la BGE Picardie, mais il y aura une carte un peu plus concrète tout à l'heure. Mais vous avez aussi des structures d'accompagnement qui interviennent sur une thématique particulière. Par exemple, vous allez avoir Baluchon pour l'alimentation, Initiative paysanne pour les installations agricoles. Voilà, vous allez avoir différents types de structures d'accompagnement selon la thématique donnée. Donc Hélène, je te laisse prendre la suite pour présenter la BGE. Merci Léa. J'aurais juste besoin techniquement que tu passes les slides parce que je n'ai pas la main du coup. Je te remercie.
Alors, du coup, nous, BGE Picardie, structure d'accompagnement pour les projets d'entrepreneuriat en général et d'entrepreneuriat ESS en particulier. Alors déjà, je voudrais répondre à une question qu'on me pose parfois. Qu'est-ce que veut dire BGE? BGE, ça veut dire quoi? Et en fait, au départ, on s'appelait boutique de gestion. Boutique de gestion en entrepreneuriat, c'était pas forcément éclairant. Et du coup, maintenant, on utilise l'acronyme BGE, mais en fait, effectivement, qui vient de boutique de gestion. Voilà, comme ça, vous saurez tout. J'ai prévu cette intervention en 3 temps. Donc, au démarrage, j'ai présenté l'association, la coopérative maintenant, puisque on s'est transformé en coopérative au 1er janvier 2020. Ensuite, présenter l'accompagnement ESS et enfin, intervenir à 2 voix avec Laurence pour vous parler d'une expérience et de son expérience en particulier. Donc, je voulais rappeler au démarrage que BGE, c'est aussi un réseau national parce que, en fait, parfois on bouge, on a des expériences où voilà, on est muté, etc. Et donc, de dire qu'il y a 43 associations locales sur le territoire, donc c'est les locaux des sièges sociaux permanents. Et puis, il y a 530 structures en implantation nationale et donc des permanences faites par nos collègues BGE. Donc, de dire que si vous êtes dans un autre territoire, pareil, vous pouvez être accompagné par notre structure. Tu arrives à bouger les slides, Léa? Voilà, merci. Donc, pour vous donner quelques regards sur le nombre de structures accompagnées, ça donne juste une envergure. Au niveau national, il y a 51 000 parcours d'accompagnement formation démarrés et donc à peu près approximativement 16 000 structures entreprises créées. Voilà, c'était pour une idée de la force du réseau national. Et un réseau national, ça permet aussi de développer l'outillage. Et là, en ce moment, notamment, l'outillage numérique, on passe beaucoup de choses par le numérique. Et c'est vrai qu'être plus nombreux permet de développer des outils très cohérents par rapport à nos parcours d'accompagnement. La grande idée de BGE, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas mal d'années maintenant, mais on ne savait pas concrètement ce qu'était être entrepreneur. Et si on n'avait pas de référence dans son cercle familial, dans son cercle d'amis d'entrepreneurs, c'était difficile d'envisager cette étape-là. Et donc, BGE est vraiment sur ce créneau de dire, peu importe, si vous n'avez pas de connaissances, vous allez les avoir, vous allez vous former et vous pourrez envisager l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'on va dans les quartiers politiques de la ville. C'est pas parce qu'on est porteur de handicap qu'on peut pas développer un projet d'entreprise. Aussi, quand on est âgé de plus de 50 ans et que on a envie de développer sa carrière ou de repartir sur un projet personnel, on peut développer un projet d'entreprise. Notre cible, on accompagne beaucoup de porteurs de projets et demandeurs d'emploi. Et c'est pas parce qu'on n'a pas un niveau d'études suffisant qu'on peut pas non plus être entrepreneur. Donc c'est vraiment cette idée de développer l'entrepreneuriat pour tout type de public et aller effectivement au-delà des représentations. Notre parcours, il est assez simple, mais en même temps global. On va du parcours de l'idéation pour affiner ses idées et identifier qu'est-ce qui est important, mettre en adéquation ses valeurs avec ses compétences. On peut aussi structurer son projet, tester son projet au sein de BGE Picardie via une couveuse. Quand on n'a pas forcément, on a un petit peu peur d'y aller directement et donc du coup on peut tester son projet au sein de la couveuse. Le financement, c'est aussi une problématique qui est assez essentielle et quand on n'a pas de réseau, ça peut être une problématique. Donc, on intervient aussi au niveau du financement. Et puis aussi, à terme, c'est pas parce qu'on a créé son entreprise qu'on n'a plus aucune question sur l'entrepreneuriat, bien évidemment. Et donc, l'idée aussi, c'est de créer des clubs d'entrepreneurs pour échanger et aller plus loin sur des thématiques. Pour vous donner quelques chiffres sur 2019, donc de BGE Picardie, on accompagne 6 287 personnes en 2019 et donc 70% de ces personnes entrent en parcours d'accompagnement. Donc, les personnes qui arrivent vers nous, elles peuvent avoir une question très précise sur la réglementation, par exemple. Et en fait, par rapport à toutes ces questions qui peuvent être posées, il y a un différentiel de 30% de personnes qui ne vont pas aller plus loin sur le parcours d'accompagnement. Et ensuite, pour vous donner des grandes idées,
des grandes références. Entre les personnes qui entrent dans un parcours d'accompagnement et des personnes qui créent concrètement leur entreprise, nous, le taux de transformation, c'est de 40%. Voilà. Et donc, c'est déjà assez élevé par rapport aux moyennes nationales des structures d'accompagnement qui sont aux alentours de 30%. De concrétisation entre l'idée, entre la volonté d'avoir des renseignements et développer un parcours et concrètement créer son entreprise. Donc, c'est quasiment 2000 emplois créés sur la Picardie en 2019 et 1400 entreprises suivies parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on a créé son entreprise qu'on n'a plus besoin d'être suivi et qu'on n'a plus de questions. Et c'est environ 10 millions d'euros de financement levés en 2019. Et pour ce qui nous intéresse particulièrement sur l'Oise, faut savoir que l'Oise est très dynamique parce que l'Oise représente plus de 50% de nos parcours d'accompagnement au sein de BGE Picardie. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux passer, Léa, les slides parce que j'aimerais juste montrer le… Tu peux passer, vas-y, encore. Juste ça, voilà. C'est exactement ce que tu as dit, Léa, tout à l'heure. Juste avant, s'il te plaît. Voilà, merci. C'est ce que tu as dit exactement juste avant et je te rejoins totalement, Léa, là-dessus. C'est qu'en fait, le parcours d'un accompagnateur, d'un entrepreneur, d'un accompagnateur également, il n'est pas linéaire. Il y a des espèces de circonvolutions comme ça, des coups d'accélérateur, des coups de frein. On recherche un local, on avait des pistes, on a quasiment tout fait, on a quasiment signé, on est quasiment dedans. Et ben non, le local, il nous passe sous le nez et ça arrive pour des porteurs de projets. Enfin, il y a plein de raisons qui font que il y a des coups de frein. Et effectivement, Léa, quand on est tout seul, c'est d'autant plus difficile de se remotiver. Et donc, l'idée d'un accompagnement, c'est ça, c'est d'être à vos côtés dans toutes ces phases et vous rassurer, vous motiver et de vous accompagner au mieux. Et donc, par rapport à ça, l'écosystème BGE, c'est la sensibilisation à l'entrepreneuriat parce qu'en fait, effectivement, pour démocratiser l'acte d'entreprendre, on intervient dès le plus jeune âge pour s'interpeller sur qu'est-ce qu'on aime faire, quels sont les projets qui nous inspirent, comment on travaille en collectif. Voilà, c'est des choses qui sont importantes de travailler en amont. On a des espaces de coworking parce que c'est aussi important pour la communauté d'entrepreneurs d'un territoire de pouvoir échanger et se réunir dans des lieux ressources. On a donc une couveuse, comme je vous ai dit, pour ceux qui aimeraient continuer une phase de test. On a des coopératives d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent être salariés mais avoir quand même une certaine indépendance. On a des clubs d'entrepreneurs. On a un bus parce que concrètement, il y a certains territoires qui ne sont pas forcément couverts. On n'a pas forcément de permanence partout. Et donc, il faut aller au plus proche des territoires, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Et puis aussi, se dire que comment on démocratise l'entrepreneuriat, on forme. Parce qu'il faut accepter aussi qu'on n'ait pas toutes les compétences dans tout domaine. Vous savez qu'un entrepreneur, il doit avoir beaucoup de compétences. On lui demande à la fois d'être un bon communicant, on lui demande des choses sur le marketing, sur la gestion, sur l'administration, sur les finances, etc. Et donc, sur tous ces sujets, on peut être aidé, on peut être formé au sein de BGE Picardie. C'est important de le savoir. Au niveau de notre implantation territoriale, on a pas mal d'implantations, vous le voyez sur l'Oise. On a, donc en rouge, c'est nos locaux définitifs, nos locaux où on est tout le temps. Et puis, les points transparents blancs, ça dépend de votre écran, comment vous le voyez, mais c'est des permanences qu'on peut faire sur le territoire, donc une couverture assez large quand même de territoire pour toutes les activités que je vous ai indiquées au préalable. Vous allez me dire, j'ai présenté BGE, mais l'ESS dans tout ça, c'est quoi? En fait, moi, je représente une partie d'accompagnement qui s'appelle l'accompagnement Starter ESS, un accompagnement qui est financé par la région et l'Europe, sur des parcours qui sont un petit peu différents, parce que Léa vous a dit, les projets ESS, ils ont une particularité quand même, donc on ne peut pas les accompagner exactement de la même manière que l'entrepreneuriat classique, on va dire, notamment dû au fait de l'hybridation des ressources, qui doit être travaillée un petit peu différemment. Et donc, je vous accompagne sur l'Oise pour des projets sur toute thématique. Alors, vous allez dire, toute thématique, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais vous illustrer les choses. Toute thématique, j'accompagne là en ce moment des structures qui développent des fermes pédagogiques, un garage solidaire, des tiers-lieux culturels, des épiceries en circuit court, quelqu'un qui fait l'entretien des espaces naturels protégés avec des chevaux de trait, des créations de lieux de répit pour des personnes autistes ou des troubles 10, une école pour enfants ayant des troubles 10. J'accompagne aussi des projets d'habitat partagé.
des projets petite enfance, beaucoup de projets petite enfance. Voilà, c'est pas exhaustif du tout, hein, mais c'est pour vous donner des exemples assez concrets des choses que je peux accompagner. Donc, pour un prisme de structures qui sont plutôt en création et jusqu'à 3 ans d'existence, donc pour un prisme assez amont, début de projet. Et vous l'avez vu sur la carte de Léa, sachez que moi, j'accompagne les projets de l'Oise, mais qu'il y a d'autres personnes sur d'autres territoires. Et donc ça, cet accompagnement, si jamais vous déménagez sur la métropole lilloise, dommage pour nous, mais voilà, ça peut arriver, et ben vous aurez une structure d'accompagnement qui fait la même chose que moi. Et donc sur les parcours, c'est 20 heures d'accompagnement sur 18 mois, donc un accompagnement renforcé au tout démarrage, tant qu'on n'a pas créé son premier emploi. Et puis, une fois qu'on a créé son premier emploi, c'est un accompagnement plus au long cours, avec 20 heures d'accompagnement sur 3 ans, ce qui, quand même, est assez intéressant et qui permet de garder le lien et notamment de garder un certain nombre de ressources. Ce qui est important de dire, et Léa l'a bien souligné aussi, c'est que l'idée, c'est de créer un dynamisme sur le territoire. Et donc, on accompagne, bien entendu, de manière individualisée, mais l'idée, c'est de garder du lien avec ce qui se passe sur le territoire, avec d'autres porteurs de projets, avec des structures de l'ESS. Et pour ça, et parce qu'il y a eu la crise sanitaire, on a développé des outils de webinaire sur plein de sujets. Donc, vous voyez des projets petite enfance, sur la communication, sur le collectif, parce que les projets d'ESS sont collectifs et parfois ça peut poser quelques problèmes. Il y a quelques semaines, on parlait de la notion de conflit dans le collectif et en fait, notre expert nous disait notamment qu'il faut déjà résoudre sa relation au conflit avant de résoudre les conflits dans sa structure. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on évoque plein de sujets de l'ESS importants pour l'ESS, importants pour les porteurs de projets qui se rencontrent et qui échangent sur une thématique spécifique. Sachez que ces webinaires sont totalement ouverts et qu'on en mène un la semaine prochaine sur se lancer dans l'ESS et que vous pouvez participer à ce type de webinaires qui sont assez courts, sur des formats d'1h30, 2h. Il n'y a aucun problème pour que vous puissiez assister à ce type de programmation. L'an dernier, il y a ce qu'on appelle le mois de l'ESS, donc c'est un mois où il y a une communication nationale sur ce qu'est l'ESS et on a mis en place des temps d'échange inspirants. On avait besoin d'être inspiré en novembre. On a tout le temps besoin d'être inspiré, mais en ce moment, parfois, on a vraiment besoin d'être encore plus inspiré. Et on a relevé 2 thématiques qui étaient importantes et essentielles pour nos territoires. La thématique de l'artisanat social, parce qu'on a des acteurs sur cette thématique-là, et la thématique de l'inclusion numérique. Et on a mis en valeur des acteurs, des structures qui voulaient mener des actions sur le territoire, sur notre territoire, sur ces thématiques-là. Et c'était intéressant vraiment d'être ensemble et de réfléchir aux potentialités du territoire. Vous savez, les contacts, le réseau, et surtout dans l'ESS, je vais dire, c'est quelque chose de très important pour démultiplier ces efforts. Voilà, c'est essentiel là-dessus. Alors, on est 3 parce que BGE Picardie, bien entendu, couvre toute la Picardie. Et donc, j'ai mon collègue Clément qui est sur l'Aisne, j'ai mon collègue Célestin qui est sur une partie de la Somme. Et donc, vous pouvez nous recontacter sans aucun problème. On pourra répondre à vos questions si vous posez la question sur votre projet d'économie sociale et solidaire. On sera bien évidemment à l'écoute et vraiment en lien avec vous pour développer vos idées et aller jusqu'à leur réalisation. Donc, on va passer à la partie témoignage, si vous le voulez bien. Donc, du coup, Laurence Galli est avec nous pour présenter son association qui s'appelle Le Sentier des Arômes. Et donc, merci Laurence, encore une fois, d'être présente. Avec plaisir. Laurence, du coup, pour faire connaissance avec les personnes qui sont avec nous, est-ce que tu peux nous dire déjà quelle est ta source d'inspiration, toi, parce que c'est vraiment important dans les projets d'être inspiré par un certain nombre de choses, et puis du coup, le lien avec ton projet. Qu'est-ce qui t'a inspiré aussi pour ce projet? Ok. Alors, je ne sais pas si c'est ma source d'inspiration, en tout cas, c'est mon moteur. Et mon moteur, c'est le plaisir. Le plaisir que je peux prendre, mais aussi le plaisir que je peux donner, transmettre. Et ça a toujours été un peu le leitmotiv de ma vie professionnelle. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu culturel et voir les gens prendre du plaisir devant une exposition
devant un spectacle que j'avais programmé, ça me payait au centuple tous les efforts que j'avais pu engager. Et pour ce projet-là, bah, c'est la même chose, hein. C'est un projet qui est né d'une passion, une passion que j'ai héritée de mes origines bordelaises. Donc, c'est une passion autour du vin. Et avec l'idée vraiment de créer un espace de partage et d'échange autour du vin. Donc, voilà, ouvrir les portes de la vigne et du vin, du vin et de la vigne, mais tout en créant voilà, un espace vraiment de convivialité. Du coup, tu peux nous détailler un peu ce projet? Oui, bien sûr. Donc, l'idée, c'est vraiment d'organiser des dégustations ludiques, par exemple, pas quelque chose de formel, hein, c'est vraiment dans cette idée d'échange. Donc, des dégustations ludiques, des expériences un petit peu originales, par exemple, des dégustations dans le noir ou des dîners accord mais vin dans le noir, participer aux vendanges dans des régions viticoles. L'idée aussi, c'est de faire, quand on le pourra, des excursions dans les vignobles environnants ou plus lointains. Et puis, comme il y a ce volet culturel qui fait partie de mon histoire, également organiser des soirées avec des thématiques ou des journées sur vin et poésie, vin et littérature, vin et cinéma, etc. Ces déclinaisons possibles qui peuvent lier vin et culture et animation culturelle. Et donc, je veux m'adresser à un large public, mais aussi donc à des amateurs qui soient éclairés ou pas, hein, à des novices bien évidemment, et également à des entreprises ou des partenaires. Ça peut être des centres culturels, je vous parlais des bibliothèques, je vous parlais de littérature, voilà, faire des partenariats avec des bibliothèques, des partenaires au sens large, des caves à vin, des restaurants voilà, qui veulent proposer des animations, des bistrots de pays. Voilà. Rétablir la convivialité, on en a aussi besoin. Oui. Laurence, du coup, plus généralement, pour toi, l'entrepreneuriat social, c'est quoi, du coup tu mets quoi derrière? Alors, pour moi, bah déjà, c'est un entrepreneuriat qui est pas basé sur ce schéma de profit habituel. Moi, en tout cas, personnellement, je le fais pas dans l'idée de m'enrichir au sens de m'enrichir financièrement, mais c'est une autre richesse. Voilà, c'est un entrepreneuriat de liens, un entrepreneuriat qui crée des espaces qui permettent ce lien aussi, et puis qui apporte un petit quelque chose en plus à la société. Et en fait, si on demandait de comparer l'entrepreneuriat à une saison, tu dirais quoi? Une saison, bah, évidemment, je dirais le printemps. C'est là où tout refleurit, tout renaît. C'est la période des amours. Donc, ça ressemble beaucoup à cette idée d'entreprendre où les idées éclosent, ça se met en action. Voilà, il y a tout qui fleurit. Et puis, l'idée, quand je parlais de saison des amours, le fait qu'on crée des liens aussi. Pour moi, c'est très important, cette idée de réseau dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Donc, Et définitivement, le printemps. on en a envie, on a hâte que le printemps arrive. Oui. Euh, et du coup, à quel moment tu as eu besoin d'être accompagné? Est-ce que tu as senti très rapidement le besoin d'être accompagné? Alors, oui, je dirais très, très rapidement. Je crois que avant même de réfléchir plus précisément au projet, au tout début, quand je me suis dit, bon, j'ai une idée, il va falloir que tout de suite, j'ai eu ce besoin d'être accompagnée parce que j'ai peut-être un côté un peu artiste. Donc, j'ai plein d'idées. Je peux être une machine à idées, mais par contre, j'ai besoin de personnes qui me cadrent un petit peu et
qui me montrent un petit peu le chemin. Donc, si vous voulez, j'étais un peu chronophage, je sais pas comment, j'ai avalé tout ce que je pouvais avaler. Donc, j'ai participé au départ à des ateliers, souvent qui étaient organisés par la BGE. Ensuite, j'ai suivi la formation à l'EME. Tu en as parlé tout à l'heure de l'EME, donc qui est l'école de management La petite et moyenne entrepreneuriat. entreprise. Voilà. Et donc, ça m'a bien servi parce que j'ai appris des tas de choses sur tous les aspects, sur la communication, sur la comptabilité, les finances, les statuts juridiques. Et en plus, ça m'a permis de me créer un petit réseau. On était une quinzaine d'élèves. Et là, vous parliez tout à l'heure, Léa, Hélène, des montagnes russes, et on l'a vécu en groupe. Parfois, on se dit, oh ouais, mais mon idée est géniale, et là, j'en ai la preuve. Et puis d'autres fois, on se dit, ouh là là, mais les chiffres, non, ça passe pas, quoi, ça va pas. Donc, voilà. Et puis, tous les webinaires dont tu as parlé, à chaque fois que j'ai pu et que ça avait un lien avec l'association, je les ai suivis. Ouais. C'est sur l'école de formation, en général, ce qui remonte en premier, c'est pas le contenu. Je pense que le contenu, il vaut vraiment le coup, mais c'est le lien entre les personnes, c'est incroyable. Enfin, bon, voilà, ça crée vraiment Oui, oui. Ouais. des choses fortes. Voilà. Oui, puis on continue à se suivre, à voir ce que les uns et les autres font. Je trouve ça super. Du coup, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaitent s'engager, là, ils sont au tout début, ils ont une idée, et voilà, est-ce que tu as des choses à leur conseiller, même si c'est... Mon premier conseil, c'est ça, c'est ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que on peut pas avoir toutes les compétences. Donc, il y a des dispositifs existants. C'est des choses qui en général sont financées, qui sont gratuites. Moi, je dis toujours autant en profiter dans le bon sens du terme. Parce que moi, personnellement, ça m'a permis de voir si mon projet était viable et puis d'avoir confiance en moi maintenant, d'avoir confiance en mon projet. Donc oui, il faut pas hésiter. Et du coup, pour ton projet, quels sont tes objectifs maintenant, Laurence? Mes objectifs, c'est que le printemps revienne. Bel objectif. Bon, ça, je ne l'ai pas en main, donc j'attends patiemment qu'on revienne à un monde un petit peu plus normal pour pouvoir lancer des ateliers de dégustation. Il va y en avoir un tous les 15 jours à la Neuville-en-Haye dès que ce sera possible, dans l'Oise. Vous êtes les bienvenus. Et puis, je vais aussi travailler avec le CAL du Clermontois, qui est le centre culturel de la communauté de communes du Clermontois, à raison d'une fois par mois, et puis continuer à rencontrer différents acteurs associatifs pour voir ce qu'on peut créer ensemble. Voilà, si le printemps des poètes peut avoir lieu, il y aura sûrement des animations autour du vin et de la poésie avec les bibliothèques du département. Voilà, j'avance de cette manière-là. Ça avance bien. Surtout si vous n'êtes pas très loin du Clermontois et vous voyez le programme passer, n'hésitez pas. Du coup, vous saurez ce que Laurence fait. Vous pourrez assister à du coup ces différentes animations. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Léa, je t'en prie. Oui, le temps file, il nous reste que 5 minutes, donc je vais essayer de conclure au plus vite. Merci Hélène, merci Laurence. Donc la dernière partie, c'était une partie plus sur les ressources pour aller plus loin pour ceux que ça intéresse. Vous avez la plateforme ESS-HDF, donc vous avez le lien tout de suite, au-dessus, avec une rubrique bourse d'emploi pour les emplois de l'ESS en Hauts-de-France, une rubrique sur les outils financiers où vous aurez des fiches sur les outils financiers en fonction de la nature de vos besoins, si c'est des fonds propres, des prêts, des garanties, des fiches sur les aides publiques et des fiches de présentation des financeurs. Ensuite, vous avez la plateforme Appel à projet aussi, qui est une rubrique de la plateforme ESS-HDF. C'est un moteur de recherche qui a été créé dans le but de recenser tous les appels à projets
appel à manifestation d'intérêt, qui concernent la région des Hauts-de-France, mais aussi les projets nationaux. Et en fait, à l'aide de la fonction de recherche, vous pouvez identifier les appels à projets qui sont susceptibles de correspondre à l'activité de votre structure. Et donc, vous pouvez rechercher par secteur d'activité, type d'offre, émetteur. Vous avez et aussi des événements qui sont sur l'ESS en Hauts-de-France. Vous avez aussi la newsletter de la CRES Hauts-de-France. Si vous voulez vous inscrire, il faut aller pareil sur la plateforme ESS HDF. Vous allez tout en bas de la page et vous pouvez indiquer votre adresse mail. Ça vous permettra de recevoir toutes les actualités, les événements, témoignages ou outils de la CRES. Ensuite, pour ceux qui cherchent un emploi dans le domaine dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, vous avez des sites dédiés aux offres d'emploi dans le ESS, que je vous ai mis là, mais aussi un document qui a été réalisé par l'AGIS. C'est un livret qui compile une sélection de témoignages de salariés dans l'ESS. Donc, ça peut vous donner des idées sur que faire en ESS. Et enfin, un guide sur se lancer dans l'entrepreneuriat social avec des outils, des retours d'expérience, des paroles d'experts. Voilà, je vous remercie à tous. Je remercie également les organisateurs. Et je vous ai mis les contacts pour si vous avez des questions. Voilà, les contacts de mes collègues également. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions. Merci.